donc la session et donc du coup je vais remercier en notre nom à tous les trois évidemment Sophie en premier lieu qui a organisé la journée et qui nous a proposé donc de venir présenter notre travail aujourd'hui et puis j'en profite pour lui dire à quel point on est heureux de la retrouver dans ses nouvelles fonctions ici. C'est effectivement très, très émouvant aussi pour nous. Voilà, alors, elles ont tout dit, donc c'est vrai que cette journée s'inscrit dans le cadre du grand partenariat qu'on a construit depuis presque 20 ans, avec Véronique, d'ailleurs, elle en a parlé. Donc d'abord dans le cadre de Figura à l'UQAM, et puis ensuite depuis une dizaine d'années avec l'Université de Montréal. Donc Sophie a parlé des relations entre sociocritique et ethnocritique dans le cadre d'une collaboration entre notre laboratoire en Lorraine, le CREM, et le CHRIST. Donc on a ici donc un fort partenariat avec le Québec et on est vraiment très 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 heureux. Alors peut-être pour compléter ce que Véronique et Sophie disaient, cette collaboration elle a pris de multiples formes. Alors il y a les publications, il y a le nouveau site dont on a parlé, il y a eu des échanges d'enseignants, d'étudiants, il y a des co-tutelles, il y a toute une série de manifestations scientifiques comme celle d'aujourd'hui. Donc voilà, alors donc merci à vous et puis merci à vous d'être venus nous entendre aujourd'hui. Alors, je vais donc commencer sans tarder. Alors, je ne vais peut-être pas définir l'ethnocritique dans les détails. Sophie en a dit quelques mots. On aura la discussion peut-être pour revenir sur nos principes épistémologiques, sur nos affiliations théoriques, sur les voisinages et les divergences avec d'autres approches anthropologiques de la littérature et des arts. On pourra en discuter tout à l'heure. Alors, peut-être dire simplement que quand Jean-Marie propose le terme en 1988, il le construit, on l'entend, sur le modèle de psychocritique, mythocritique, sociocritique. Donc, on entend que l'ethnocritique se pense comme une méthode, une critique littéraire, une méthode d'analyse littéraire au croisement de la poétique et d'une anthropologie du symbolique. Alors, plutôt inscrite dans la continuité des travaux de Lévi-Strauss, Françoise Héritier. Donc c'est une anthropologie spécifique, donc je le précise, Lévi-Strauss, Françoise Héritier et de leurs successeurs, en particulier spécialistes des sociétés, ethnologues des sociétés européennes, occidentales. Alors Yvonne Verdier, Daniel Favre, Nicole Belmont, etc. Alors, je donne quand même la définition de la démarche que nous usons maintenant quand on écrit, sur l'ethnocritique. Alors, je la lis et on en reparlera, je pense, tout à l'heure. L'ethnocritique se définit principalement comme l'étude de la pluralité et de la variation culturelle constitutive des œuvres, telles qu'elles peuvent se manifester dans la configuration d'univers symboliques plus ou moins hétérogènes et hybrides. Et donc, on s'intéresse en particulier donc, au jeu incessant, selon nous, entre culture orale et culture écrite, culture folklorique, culture officielle, religieuse, profane, féminine, masculine, légitime, illégitime, endogène, exogène, etc. Et on le voit à la manière dont on pose les choses, on est effectivement à l'affût de tout ce qu'on pourrait mettre dans la dialogie culturelle. Alors, Sophie parlait de Bakhtin. Donc, on s'intéresse à la dialogie culturelle à l'œuvre, dans les œuvres littéraires. Alors, je vous renvoie pour une présentation plus complète de la démarche et qui serait peut-être aussi la plus récente alors parce qu'on revient dans cet article sur l'émergence de la démarche, à quel moment l'ethnocritique arrive dans le champ des études. On y revient aussi sur la situation par rapport à d'autres, on y revient sur des éléments de définition. Et sur une exemplification, c'était le résumé d'un travail que nous avions consacré, Jean-Marie et moi, au Colonel Chabert, un roman de Balzac bien connu. Et donc cet article, c'est un article qu'on trouve en ligne, en particulier sur le site de la revue de Sociopoétique. Donc, revue de Sociopoétique, et vous avez un article qui s'appelle « L'ethnocritique de la littérature ». Donc, on l'a publié en 2018. Je crois qu'il est relayé sur le site Ethnocritique. Et je vous y renvoie parce que je crois que c'est peut-être
là que vous trouverez tous les éléments nécessaires à la compréhension de notre démarche. Alors, notre exposé aujourd'hui, donc à 3 voix, à 3 voix, même si l'ethnocritique de Flaubert, c'est surtout Jean-Marie, qui, je crois, a consacré toute sa carrière de chercheur à Madame Bovary, donc, enfin, à plein d'autres choses, mais Madame Bovary, c'est lui. C'est lui. C'est Flaubert dit Madame Bovary, c'est moi, mais Jean-Marie, on pourrait dire effectivement la même chose. Donc, pour Jean-Marie. Alors, notre exposé d'aujourd'hui, donc à 3 voix, aura pour cadre d'inscription 2 idées principales. Alors, la première idée, et on l'a entendu décrite d'une autre manière, donc en termes de poétique culturelle, dans la définition que je viens de donner de la démarche. Cette idée est la suivante: le roman moderne pourrait être la mise en scène de conflits de cosmologie. Alors, c'est une expression qu'on emprunte au philosophe Vincent Descombes, qui donc qualifie de cette manière le roman de Proust, donc la recherche du temps perdu. Alors, un conflit de cosmologie. Voilà. Alors, le mot cosmologie, Vincent Descombes l'emprunte lui-même à l'anthropologie. Donc, voilà, donc je tiens à le préciser. La seconde idée qui me sert de cadre d'inscription pour l'exposé, qui nous sert de cadre d'inscription pour l'exposé d'aujourd'hui, c'est qu'il pourrait peut-être y avoir un profit interprétatif non négligeable à poser l'hypothèse d'une possible homologie structurelle et fonctionnelle entre le récit ou certains d'entre eux et le rite de passage en particulier. Alors, le roman moderne, dont Lucien Goldman, un peu ancien mais quand même intéressant, a pu dire qu'il était à la fois une biographie et une chronique sociale. Donc ce roman moderne présente de nombreuses scènes de rite, plus ou moins bien accomplies, ce que pointait déjà Philippe Hamon, en les analysant, ces rites décrits dans les romans, comme des carrefours du normatif. Et qu'on peut lire aussi, c'est notre hypothèse, comme des marqueurs typologiques, tout autant que génériques, et qui en disent long sur la poétique culturelle des récits et le degré de socialisation des personnages. Nous sommes allés en ethnocritique plus loin, puisque nous nous sommes demandé, nous sommes allés jusqu'à nous demander si l'on ne pouvait pas parler de grammaire ritique du récit, en tout cas de structuration ritique du récit. En somme, nous avons tenté de balayer la problématique depuis le niveau des rites dans le récit jusqu'à celui des rites du récit et du récit comme rite. Et je crois que l'exposé d'aujourd'hui, à 3 voix, va vous en montrer justement toute l'étendue de cette problématique. Alors, dans ce cadre, nous proposons de poser la trajectoire du personnage, de lire, la trajectoire du personnage en termes de passage, c'est-à-dire d'initiation. Donc, au sens anthropologique de processus de construction et de socialisation de l'individu, comme apprentissage des différences de sexe, d'état et de statut. Alors, on se place ici dans la lignée des travaux du folkloriste Van Gennep, qui a été, donc travaux repris ensuite par toute l'anthropologie, même s'ils ont été discutés. Van Gennep, qui a formalisé le premier, le rite de passage en 3 phases: séparation d'avec un état, une situation de vie antérieure, étape de marge, agrégation au groupe social dans un nouveau statut. Donc voilà comment il formalise et séquentialise le rite de passage. Dans le récit, les personnages se trouveraient amenés d'une certaine manière à traverser une ou plusieurs étapes de marge, mais certains d'entre eux ne passent pas, et c'est à ces figures bloquées sur les seuils, figées dans un entre-deux constitutif et définitif, inachevé du point de vue de la culture, qu'on a proposé d'apposer l'étiquette de personnage liminaire. Alors, sans doute qu'on peut dire que c'est la phase de marge qui intéresse le plus l'analyse du récit. Cette phase de marge est celle où l'individu s'expérimente autre pour devenir soi dans un nouveau statut. Alors, comme l'écrit, par exemple, et je pourrais donner d'autres citations, mais ici je prends Vidal-Naquet à propos de l'adolescence en Grèce antique. Vidal-Naquet explique « Ce temps d'épreuve impose, donc qui est l'adolescence, impose la rencontre de l'altérité, du contraire,
du tout autre, du détour par la sauvagerie et la marge non cultivée pour le futur citoyen, du détour également par l'autre sexe. L'individu en position liminale, en stade de marge, et l'analyse concerne aussi bien les sociétés contemporaines, se trouve dans une situation d'entre-deux, et c'est l'ambivalence qui le caractérise le mieux. Il n'est définissable ni par son statut antérieur, ni par le statut qu'il attend, comme il prend déjà, ou comme il peut prendre déjà, à la fois un peu des traits de chacun des États. La construction de l'identité se fait dans l'exploration des limites, des frontières, alors évidemment toujours labile, en fonction des contextes et des moments de la vie, mais toujours aussi culturellement réglés, sur lesquels se fonde la cosmologie d'un groupe social, d'une communauté. Limite entre les vivants et les morts, entre le masculin et le féminin, entre le civilisé, le domestique, et le sauvage. Ces catégories paradigmatiques fondamentales peuvent se recouper partiellement et produire d'autres relations de symétrie et de dissymétrie. Visible-invisible, raison-folie, enfance-état adulte, étranger autochtone, etc. Il va de soi qu'en fonction des cultures et des récits, et même des moments dans les récits, ces couples notionnels sont diversement polarisés et axiologisés. Notre personnage liminaire ne revient pas de cette phase d'altérité. Il est, selon les circonstances et les contextes, un non-initié, un mal-initié, un surinitié, voire le tout en même temps. Alors, on a commencé à construire une typologie de ce personnage. Alors, par exemple, on a pu travailler sur des figures de jeunes filles, éternellement jeunes filles, sur des figures de vieilles filles ou de vieux garçons, sur des personnages d'idiots. On avait organisé avec Véronique et Bertrand Gervais un colloque sur les idiots, il y a quelques années, comme personnages liminaires, sur des figures de saints ensauvagés, d'illuminés des temps modernes, etc. On a commencé à étudier les rôles et les fonctions dans les narrations de ce type de personnage. Le personnage liminaire comme faire-valoir, plutôt négatif dans le système des personnages, comme gardien des seuils, comme médiateur dans les passages d'autrui. Il peut aussi, dans certains cas, endosser les habits du trickster et faire basculer dans un nouveau monde, dans une nouvelle cosmologie. Alors, que le roman réaliste archive des anomalies, donc c'est une expression de Lothman, qu'il présente des héros problématiques, Lukács, on le sait depuis longtemps. Ce roman moderne, dit réaliste, est presque par définition dysphorique. Disons que nous tentons de formuler ces processus en termes plus anthropologiques, donc plus ethno-poétiques, et nous en escomptons un gain interprétatif. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer à partir donc d'un roman connu de tous, Madame Bovary. Et pour ma part, c'est le personnage de Charles qui va m'arrêter. Alors, Charles, dont on se souvient de la très chahutée entrée dans le roman et au collège. Alors, tout le chapitre d'ouverture de Madame Bovary, le fameux chapitre 1 de la première partie, nous confronte aux entrées laborieuses du personnage. Entrée donc dans la ville, Rouen, dans les études, dans la vie adulte. Et l'on trouvera, et c'est assez intéressant pour nous, employer le terme initiation par le narrateur au moment où il décrit les premiers et rares dévergondages de l'étudiant Charles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot initiation, là, intéressant en soi, est assorti d'une modalisation bien intéressante. Je cite, c'était, donc pour Charles, comme l'initiation au monde. Comme. Et c'est en somme à l'explicitation de ce « comme » que je vais m'atteler ici, en travaillant avec vous le début du chapitre suivant, le chapitre 2 de la première partie du roman, où l'on va voir Charles, donc devenu médecin de campagne, marié, donc à la veuve du Buc. Donc on va voir Charles aller à la rencontre de sa future épouse, Emma Rouault. Alors, ce passage, qu'on pourrait peut-être
intitulé Demain dès l'aube de Charles. Hein, donc, on va expliquer pourquoi. Je vais proposer à Jean-Marie de le lire. Donc, j'ai un lecteur de luxe. Parce que puisque, justement, Sophie le souhaitait, bon, c'est un travail pratique. Je me dis que ce serait bien qu'on ait le texte en tête avant de poursuivre. Une nuit, vers 11 heures, ils furent réveillés par le bruit d'un cheval qui s'arrêta juste à la porte. La bonne ouvrit la lucarne du grenier et parlementa quelque temps avec un homme resté en bas dans la rue. Il venait chercher le médecin, il avait une lettre. Nastasie descendit les marches en grelottant et alla ouvrir la serrure et les verrous, l'un après l'autre. L'homme laissa son cheval et, suivant la bonne, entra tout à coup derrière elle. Il tira de dedans son bonnet de laine à houppe grise une lettre enveloppée dans un chiffon et la présenta délicatement à Charles, qui s'accouda sur l'oreiller pour la lire. Nastasie, près du lit, tenait la lumière. Madame, par pudeur, restait tournée vers la ruelle et montrait le dos. Cette lettre, cachetée d'un petit cachet de cire bleue, suppliait M. Bovary de se rendre immédiatement à la ferme des Berthaud pour remettre une jambe cassée. Or, il y a des tôtes aux Berthaud, 6 bonnes lieues de traverse en passant par Longueville et Saint-Victor. La nuit était noire. Madame Bovary jeune redoutait les accidents pour son mari. Donc, il fut décidé que le valet d'écurie prendrait les devants. Charles partirait 3 heures plus tard, au lever de la lune. On enverrait un gamin à sa rencontre afin de lui montrer le chemin de la ferme et d'ouvrir les clôtures devant lui. Vers 4 heures du matin, Charles, bien enveloppé dans son manteau, se mit en route pour les Berthaud. Encore endormi par la chaleur du sommeil, il se laissait bercer au trot pacifique de sa bête. Quand elle s'arrêtait d'elle-même devant ces trous entourés d'épines que l'on creuse au bord des sillons, Charles, se réveillant en sursaut, se rappelait vite la jambe cassée et il tâchait de se remettre en mémoire toutes les fractures qu'il savait. La pluie ne tombait plus. Le jour commençait à venir et, sur les branches des pommiers sans feuilles, des oiseaux se tenaient immobiles, hérissant leurs petites plumes au vent froid du matin. La plate campagne s'étalait à perte de vue et les bouquets d'arbres autour des fermes faisaient, à intervalles éloignés, des taches d'un violet noir sur cette grande surface grise qui se perdait à l'horizon dans le ton morne du ciel. Charles, de temps à autre, ouvrait les yeux, puis, son esprit se fatiguant et le sommeil revenant de soi-même, bientôt il entrait dans une sorte d'assoupissement, où ses sensations récentes, se confondant avec des souvenirs, lui-même se percevait double, à la fois étudiant et marié, couché dans son lit comme tout à l'heure, traversant une salle d'opéré comme autrefois. L'odeur chaude des cataplasmes se mêlait dans sa tête à la verte odeur de la rosée. Il entendait rouler sur leurs tringles les anneaux de fer des lits et sa femme dormir. Comme il passait par Vassonville, il aperçut au bord d'un fossé un jeune garçon assis sur l'herbe. « Êtes-vous le médecin » demanda l'enfant. Et sur la réponse de Charles, il prit ses sabots à ses mains et se mit à courir devant lui. L'officier de santé, chemin faisant, comprit au discours de son guide que M. Rouault devait être un cultivateur des plus aisés. Il s'était cassé la jambe la veille au soir en revenant de faire les rois chez un voisin. Sa femme était morte depuis 2 ans. Il n'avait avec lui que sa demoiselle qui l'aidait à tenir la maison. Les ornières devinrent plus profondes. On approchait des Berthaud. Le petit gars, se coulant alors par un trou de haie, disparut, puis il revint au bout d'une cour à ouvrir la barrière. Le cheval glissait sur l'herbe mouillée. Charles se baissait pour passer sous les branches. Les chiens de garde à la niche aboyaient en tirant sur leurs chaînes. Quand il entra dans les Berthaud, son cheval eut peur et fit un grand écart. C'était une ferme de bonne apparence. On voyait dans les écuries, par-dessus des portes ouvertes, de gros chevaux de labour qui mangeaient tranquillement dans des râteliers neufs. Une jeune femme en robe de mérinos bleu garnie de 3 volants
vint sur le seuil de la maison pour recevoir Monsieur Bovary, qu'elle fit entrer dans la cuisine où flambait un grand feu. Merci Jean-Marie. J'ai coupé, je voulais faire tenir le tout sur toute la séquence sur une page. Donc il ne manque en fait qu'une phrase. Voilà, donc je le précise, il ne manque qu'une phrase où le narrateur décrit les écuries, continue de décrire les écuries. Alors voilà, c'était pour préciser, parce que vous allez voir, c'est assez important. En fait, donc la proposition de lecture que je fais, donc considère évidemment ici qu'on a une séquence intéressante en soi. La suite du chapitre décrira l'entrée de Charles dans la ferme, et puis le soin, il va soigner le père Rouault, donc voilà. Alors ici, donc c'est la traversée. Vous avez noté l'expression chemin faisant, chemin de traverse. C'est la traversée de Charles vers Emma au petit matin. Alors, en apparence, alors il y aurait beaucoup à dire de ce passage. Ce qu'on peut peut-être commencer par dire, c'est qu'en apparence, l'expression est dans le texte. La ferme Rouault, c'est le père Rouault, père d'Emma. Sa ferme est une ferme de bonne apparence. Et en apparence, effectivement, le texte nous donne à lire une campagne normande, bien plantée, bien campée. Vous y retrouvez l'univers rural d'antan, donc une maison dans le bourg, c'est le premier paragraphe, ses mœurs conjugales, son personnel, le médecin de campagne et son épouse, une bonne nommée Nastasie, un valet d'écurie, un garçon de ferme, un commis à cheval, un fermier, sa fille, une ferme cossue, des écuries et des chevaux au râtelier. Un paysage normand, on l'a entendu dans la lecture de Jean-Marie, avec ses champs, ses chemins de traverse et d'épines, ses sillons, ses ornières. Bref, une plate campagne qui s'étale à perte de vue, trouée à intervalles réguliers de bouquets d'arbres, une nuit pluvieuse et froide d'hiver. Mais vous l'avez noté aussi, je pense, certains détails rustiques apparaissent peut-être un peu trop rustiques, un peu trop précis, un peu trop curieux, en tout cas trop curieux pour être seulement référentiel. Je reprends les éléments de lecture. Le cheval s'arrête juste à la porte. Nastasie ouvre les verrous l'un après l'autre. Vous voyez le sens du détail, l'un après l'autre. Le commis au bonnet de laine à houppe grise. Entre tout à coup derrière elle. La nuit est noire. Et Charles part pour les Bertaux au lever de la lune. Sur son passage, des oiseaux se tiennent immobiles, lissant leurs petites plumes au vent froid du matin. Dans l'odeur verte de la rosée, l'odeur verte. Donc, puis, vous avez aussi noté ce détail de l'enfant qui prend ses sabots dans les mains et se met à courir devant lui. En tout cas, pour moi, une étrangeté latente, un non dénué de poésie se dégage d'un texte qui semble comme à double, voire à triple fond. D'ici, texte réaliste, et d'ailleurs. L'altérité est signifiée également par l'usage des italiques. Nastasie, faire les rois, sa demoiselle. Ou dans le fait que Charles, bercé au trot de son cheval, encore endormi par la chaleur du sommeil, se perçoit double, à la fois étudiant et marié. Tout se passe comme si le récit faisait se rencontrer plusieurs niveaux de réalité, plusieurs cosmologies, qu'il mettait le lecteur et Charles à la croisée des chemins, un peu comme dans ses contes où, perché sur le dos d'un animal, le héros masculin quitte ce monde pour un autre et s'en va vers son destin, par un chemin semé d'embûches. Et la veuve du Buc, alors elle est l'épouse de Charles, mais on l'appelle jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, à la fin du chapitre 2, la veuve du Buc. Donc la veuve redoute d'ailleurs les accidents, vous l'avez noté, que son mari pourrait vivre sur le trajet, 6 bonnes lieues de traverse qui doivent le mener de Tôtes au Bertaux. Cette séquence troublante sur le plan narratif, puisqu'au fond, si on y réfléchit bien, elle ne présente aucune nécessité factuelle. On aurait pu avoir directement Charles à la ferme. Est une véritable traversée des signes en clair-obscur, d'une maison conjugale à un autre horizon matrimonial.
parce que c'est là qu'il rencontre évidemment sa future femme, Emma. Cette séquence se déploie selon nous, hein, dans cette séquence plus exactement, se déploie selon nous toute une ethnologie qui est celle du rite de passage. La première séquence, alors, donc voilà l'hypothèse que je vous propose, c'est au fond de voir dans cette traversée la structuration du rite de passage dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction. La première séquence du rite, c'est donc la phase d'agrégation. La séparation d'avec le statut antérieur est sobrement manifestée par le texte. Madame, montrez le dos. Et le jeu de correspondance matérielle et symbolique entre un monde qui se clôt, vous avez noté l'importance de la serrure et des verrous, et j'ai repointé les détails, et un monde qui s'ouvre, juste à la fin du paragraphe, ouvrir les clôtures devant lui. Donc on sent à ces manifestations que le rite de passage est avant tout un rite de seuil à franchir, lever de la lune, lever du jour, barrière, chien de garde, clôture qui s'ouvre ou qui se ferme, etc. La dernière séquence d'un rite de passage, c'est la phase d'agrégation. Au terme d'épreuves physiques qui, par définition, ont toute une dimension symbolique, et ici on a vu l'obscurité, le froid, la pluie, les trous entourés d'épines, l'espace comme inhabité à perte de vue. Donc cette phase doit permettre d'accéder progressivement à un nouveau statut matrimonial, social, existentiel. Vous avez noté la fin, une jeune femme en robe de mérino bleu, garnie de 3 volants, vint sur le seuil de la maison pour recevoir M. Bovary qu'elle fit entrer dans la cuisine où flambait un grand feu. Et vous notez l'insistance des détails renvoyant au foyer. La phase intermédiaire est donc la phase de marge ou étape liminaire. Cette séquence rituelle est marquée ici par des traits spécifiques qui placent l'individu dans une situation d'entre-deux, entre deux maisons, entre nuit et jour, entre ciel et terre, entre chemin et traverse, entre éveil et sommeil, entre instinct et raison, entre songe et réalité, entre solitude et rencontre, entre l'ici et l'inconnu, entre les sensations du présent et la mémoire du passé, entre soi et soi également. Notre récit résume en des termes étranges cet ensauvagement intime où l'on est à la fois et ceci et cela. C'est une expression de Victor Turner sur le phénomène rituel. Dans une sorte de régression physique et psychique, Charles, enveloppé dans sa pelisse et encore endormi, se laisse bercer comme un enfant sur son dada, dans une forme de décivilisation indissociablement sociale, symbolique et somatique. Ce corps liminaire est aussi un corps subliminaire, là et sans contrôle conscient de soi. Je reprends le texte. Charles, de temps en temps, ouvrait les yeux, puis son esprit se fatiguant et le sommeil revenant de soi-même, il entrait dans une sorte d'assoupissement où, ses sensations récentes se confondant avec des souvenirs, lui-même se percevait double, à la fois étudiant et marié. Donc on peut dire, si vous en êtes d'accord, que la logique initiatique semble aller son bonhomme de chemin, si je peux me permettre, sauf que, alors voilà, donc Charles en phase d'initiation, allant vers son destin, sauf que Charles, piètre lecteur des signes, n'en finit pas d'être, dans la réalité du texte, fort mal initié. Alors je voudrais poursuivre justement sur le fait qu'ici, nous sommes, me semble-t-il, confrontés à la mauvaise initiation de Charles. Le futur initié, celui qui est en passe de passer, semble guidé bel et bien vers son destin. D'abord par son cheval qui va de lui-même. Vous l'avez noté, l'insistance sur le fait que le cheval évite tous les obstacles tout seul. Il y a les fameux trous entourés d'épines sont évités par le cheval. Puis ce gamin, venu à sa rencontre, sans détail, on n'a pas de détails, dans les brouillons, vous aviez plein d'explicitations sur la présence de ce gamin. Dans le texte, ce gamin arrive et miraculeusement ouvre le passage à Bovary. Et donc, le récit se met, disions-nous tout à l'heure, plutôt, à dialoguer avec le conte merveilleux. Ici, je me réfère à l'article d'une spécialiste de Flaubert, Juliette Frolich, qui, dès 1977, montrait à quel point ce chapitre réécrivait La Belle au bois dormant. Le héros part à la recherche de la fiancée cachée, endormie dans un château ensorcelé, défendu par de grands arbres
hein, et petit. Hein, donc là, c'est des ronces épines et épines si entrelacées les unes dans les autres que bête ni homme n'y aurait pu passer. Ça, c'est le conte de Perrault. Et je vous ai mis dans un deuxième document des extraits hein, de La Belle au bois dormant, donc Perrault, où vous retrouverez hein, ces citations. Alors, Juliette Froelich donc, insiste sur le fait qu'évidemment, il y a toute une série de convergences entre ce passage et ce chapitre 2 et le conte de Perrault. Alors, elle parle de la ressemblance de décors troublante. Alors, c'est l'entrée au berthaud. Hein, voilà, vous avez vu ici les ronces. Il est obligé de se frayer un chemin. Enfin, donc, l'entrée au berthaud extrêmement difficile. Elle relève d'autres motifs similaires. Les piqûres au doigt de la belle. Alors, c'est la suite du chapitre. Le feu qui flamboie, le lit à baldaquin. Et elle conclut sur l'ensorcellement de Charles, dont elle dit qu'au fond, c'est un prince charmé plutôt que charmant, hein, aux yeux éblouis duquel Emma garde jusqu'à sa mort ses attributs de princesse de conte de fées. Donc, en fait, le prince ensorcelé plutôt que la princesse ensorcelée. Alors, évidemment, quand vous regarderez les extraits, vous verrez qu'effectivement, c'est extrêmement troublant. Hein, donc, je suis tout à fait d'accord avec cette question de l'intertexte et donc cette réécriture par Flaubert d'un conte, et on en reparlera tout à l'heure aussi, hein, de cette utilisation des contes. Et je dirais même que le récit va plus loin encore dans sa réinterprétation du conte de Perrault, dans le sens précisément d'un détournement, voire d'une inversion de sa logique initiatique. Dans le conte, lorsqu'il comprend que la belle n'est plus très loin, je cite, « Le jeune prince se sent tout de feu. Et à peine il s'avance dans les bois que merveille, tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartent d'eux-mêmes pour le laisser passer. On est bien loin de la laborieuse et incertaine chevauchée de Charles, à l'arrivée des berthauds, hein, parce que pour lui, tout devient au contraire de plus en plus difficile. Les ornières deviennent plus profondes, c'est dans le texte. Il est obligé de se baisser pour passer sous les branches. Le cheval, qui jusque-là marchait sans encombre, se met à glisser. Et sous l'aboiement des chiens, fait un grand écart. Vous voyez ? Donc, inversion ici des motifs du conte. Et on peut même dire qu'au fond, si on regarde de près tout le passage, les mauvais signes, ici, s'accumulaient déjà depuis la première ligne, hein, depuis le début de la traversée. La noirceur de la nuit sans étoiles, le ton morne mort du ciel, ces oiseaux immobiles au vent froid du matin. Alors, le motif de l'oiseau est de mauvais augure et filé dans le roman à plusieurs reprises. Alors, je pouvais vous montrer d'autres exemples, mais donc je ne le ferai pas. Jean-Marie donc, a beaucoup travaillé hein, cette question des intersignes, des mauvais signes. Et lui donc, va jusqu'à parler de mantique animale et de récits superstitieux, hein, à propos de Madame Bovary. On peut aussi noter l'étrange manipulation du temps. La lettre arrive vers 11 heures. Charles doit partir 3 heures plus tard, mais c'est seulement vers 4 heures du matin qu'il se met en route, avec un temps de retard qui le fait arriver au matin, après 6 bonnes lieues de traverse, et non, bon, on aurait pu s'attendre aux 7 lieues magiques du conte, mais enfin, non, 6 bonnes lieues de traverse, justement, oui. Loin d'être endormi, comme dans le conte, les chiens aboient, alors que dans le conte, tout le monde est endormi, la princesse et les chiens. Tout le château est endormi. Évidemment, ici, vous l'avez noté, les chiens aboient et ce signe, hein, l'aboiement des chiens est filé aussi tout au long du roman, hein, comme un mauvais signe. Et la belle, Madame Bovary, enfin, à ce moment, Emma Rouault, l'attend sur le seuil, elle n'est pas du tout endormie, elle non plus. J'ai dit que ce passage, finalement, c'était un Demain dès l'aube. Demain dès l'aube de Charles. Et vous vous souvenez que le poème de Victor Hugo est une traversée vers une tombe. C'est un récit de mort. Il me semble qu'on pourrait dire la même chose de ce passage. Le sommeil, qui donne son titre au conte, La Belle au bois dormant, est, on le sait, une mort symbolique. Hein, c'est une autre manière de dire la marge adolescente, où la jeune fille, protégée par les ronces et les épines de sa virginité, se fait femme, comme Blanche-Neige dans son cercueil de verre. Perrault ne s'y trompe pas.
qui insiste sur la mort apparente. Alors vous avez la citation dans votre exemplier. Quand il décrit le sommeil de la belle, voilà ce qu'écrit Perrault. On eût dit un ange, tant elle était belle, car son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Emma n'est certes pas l'endormie de notre passage, on l'a vu. Mais le sommeil, on l'a vu aussi, n'en joue pas moins un rôle extrêmement important dans notre passage, pour Charles et pour sa première épouse endormie. On a déjà commenté celui de Bovary, mais revenons quand même un instant sur ce curieux dédoublement que l'assoupissement lui fait éprouver, entre souvenirs du passé et sensations récentes. Lui-même se percevait double, à la fois étudiant et marié, traversant une salle d'opéré comme autrefois. L'odeur chaude des cataplasmes se mêlait à l'odeur verte de la rosée. Il entendait rouler sur leurs tringles les anneaux de fer des lits, donc d'hôpital, et sa femme dormir. Donc, à la fois étudiant et marié, ou plutôt, ni étudiant ni marié. On sait quel médiocre étudiant Charles a été, et que ses années d'études soient ramenées à des souvenirs de lit d'hôpital, associés dans son esprit au lit conjugal, est assez intéressant. C'est que cette femme qu'il entend dormir, on l'a vu quand Jean-Marie, on l'a entendu quand Jean-Marie l'a lu, cette dubuque sèche et acariâtre ne respire pas doucement, et les points de suspension donc, le laissent entendre, me semble-t-il. Comme il laisse entendre ce qu'annonce littéralement son sommeil ici, c'est-à-dire sa mort. La mort de la veuve Dubuc, donc le sommeil ici doit prendre au sens littéral, et précisément la veuve Dubuc va mourir quelques lignes plus loin, vite et miraculeusement. Alors, c'est une proposition de lecture, voilà, la mort de la veuve, bon, annoncée ici, mais en tout cas, la mort semble jouer partout un rôle essentiel dans ce passage, alors même que la descente aux enfers, les chiens de garde en furie, font irrésistiblement penser au cerbère du bestiaire mythologique, alors que la descente aux enfers de Charles ne fait que commencer. Mais bon, on sent effectivement à tous ces signes que ça va pas se passer formidablement bien pour lui. Alors je disais descente aux enfers qui ne fait que commencer, ou plutôt recommencer. L'homme du dédoublement est tout autant un homme du redoublement. Cette entrée à la ferme redouble l'entrée au collège, chahuté. Charles passe 2 fois l'examen de médecine. Charles se marie 2 fois. Charles sera veuf 2 fois. Mais à chaque fois, le narrateur nous précise qu'il ne comprend pas, qu'il ne comprend rien, ou en tout cas qu'il a du mal à apprendre. C'est un prince endormi qui ne peut devenir roi. Alors je vous rappelle que le père d'Emma se casse la jambe le jour de la fête des rois. Et le prétendant arrive, lui, le lendemain de cette fête des rois, puisqu'on a noté toutes les manipulations du temps tout à l'heure. Il arrive, du coup, le lendemain de la fête et en retard. Comme le dicton le laisse entendre, passer le jour, passer la fête. Placé sous l'augure d'une jambe cassée, l'histoire des Bovary, mari et femme, n'en finira pas de boiter. C'est un peu facile, mais... Et Charles, d'être mal initié. Le roman de Flaubert serait peut-être, et Marie-Christine et Jean-Marie continueront à en parler, serait peut-être au fond l'histoire d'un impossible déniaisement. Ce qui est autre chose que de pointer, comme on le fait souvent, la niaiserie du personnage. Alors, je parlais du personnage liminaire, de la liminarité. Alors, Charles est-il un personnage liminaire ? Je n'en suis pas sûre. Il se marie, et même 2 fois. Il a un enfant avec Emma. Donc,
il passe des étapes, mais il les passe mal. En tout cas, on peut dire que son parcours, et j'espère l'avoir montré en tout cas pour ce passage, cette traversée, son parcours narratif nous interroge bien en termes d'initiation et de mauvaise initiation et de liminarité. Donc, on pourra reprendre la question si vous le souhaitez. Enfin, un dernier... Alors, deux choses, mais on en parlera après l'exposé de mes collègues, de mes amis. Il y a évidemment à parler des cosmologies et de ce que serait le roman réaliste. Le roman réaliste comme conflit de cosmologie. Ici, évidemment, on voit bien que cette croisée des chemins et des destins donc, embraye sur une question, évidemment, de cosmologie différente. Il y a ça. Donc, qu'est-ce que ce serait que le roman réaliste? Et un dernier point, cette fois-ci vraiment dernier point, un point de vue peut-être plus historique, et on y reviendra aussi à la fin, peut-être, c'est la question de la fête des rois, qui m'invite à élargir le point de vue du côté de l'histoire. Le roman de Flaubert ne donne-t-il pas la mesure d'un siècle tout entier, le 19e, qui, après la Révolution de 1789 et la mort du roi, n'a peut-être pas cessé de mettre en scène des pères qui se cassent la jambe et des fils qui arrivent en retard. Voilà pour moi. Merci Marie. Donc on peut peut-être déjà commencer à discuter un peu sur le passage. Si vous avez vu des choses qui pourraient étayer la lecture, des détails qui vous interrogent, des questions sur la méthode ou sur le récit réaliste. C'est le temps de discuter, de profiter pour poursuivre aussi le travail dans le texte si vous voulez bien. Est-ce qu'il y en a qui voudraient se lancer? Juste, avant, ça vous laissera le temps de... Juste dire que, évidemment, la question des rites, Marie-Christine va la reprendre cette fois-ci, elle va décrire des rites. Alors là, vous l'avez noté, je vous parlais de cette problématique. Ici, il n'y a pas de rite décrit. C'est le passage, c'est cette traversée qui pourrait être lue selon la structuration du rite de passage et la question du personnage allant vers son destin, lue comme en termes d'initiation. Mais il n'y a pas de description de rite. Madame Bovary présente énormément de descriptions de rites et Marie-Christine, justement, va travailler ces rites. Donc, vous allez avoir ici donc, différents points de vue sur cette question. Donc, voilà, c'était juste parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et Jean-Marie va parler aussi d'un autre rite, le bal, un rite social, mondain. Donc, moi, j'aurais une première question, peut-être, justement, sur quel rite. Parce qu'en fait... donc oui, il n'y a pas de rite décrit, mais quel rite? Est-ce que c'est un rite qui mène à une nouvelle conjugalité? Mais là, tout à l'heure, tu as dit quand même, ce que je trouve intéressant, la mort annoncée aussi, c'est-à-dire un rite pré-mort ou qui annonce une mort. Il est dit que Rouault, le père Rouault est en deuil, en tout cas depuis 2 ans, donc son deuil est probablement terminé à ce moment, mais bon, c'est un éternel endeuillé, il n'en sort pas, la veuve, etc. Et je me dis si, justement, donc quel rite peut-être, un rite pour Charles, un double rite peut-être, la fin d'un mariage, l'annonce d'un nouveau, et ce lien aussi avec le faire les rois, tu n'en as pas parlé, mais c'est quand même aussi la fin du cycle des 12 jours, période de retour des morts, et donc est-ce qu'on pourrait lire aussi dans une lecture calendaire, là, je sais que Jean-Marie a travaillé sur le voisin, etc., mais d'un point de vue de cette mort annoncée peut-être de la veuve, dans cette période calendaire post-cycle des 12 jours, disons. Oui. Non, mais là, en plus, Jean-Marie l'a fait dans Bovary Charivari. Effectivement, il a écrit sur faire les rois, sur l'expression aussi, faire les rois en italique ici. Donc, c'est le lendemain de la fête des rois, dans le calendrier du texte référentiel, c'est le début de carnaval. Début de carnaval. Ça dit pas autre chose. Enfin, après, on fait ce qu'on veut, mais c'est une date, calendrier folklorique ou folklorique tout à fait commune dans la culture du texte, enfin. Non, c'est juste une précision. Juste une précision. Oui. Non, en tout cas, ce que tu dis, c'est que, évidemment, je parlais des signes de donc le demain dès l'aube et les signes, les intersignes, les mauvais signes, les signes de la mort. Et effectivement, on pourrait en rajouter. Ce que tu dis, c'est exactement ça. On n'a pas de... Qu'est-ce que c'est qu'épouser une veuve? Enfin,
toute façon, tout la est- mort tout est- rôde partout. la hein. mort rôde Ça partout. meurt. Elle est Tout le partout. temps. Dans mais c'est vrai qu'on ne le voit pas. Enfin, voilà, il faut entrer dans cette logique du passage pour finalement les voir, voir et voir à quel point ils sont nombreux. Alors effectivement, je pense qu'il y a plusieurs rites. Alors, mais Marie-Christine va en parler. Il y a aussi l'idée que le mariage est une mort. Ben, c'est pour ça que j'ai Et dit. elle va, voilà, parce que évidemment le chapitre, le feu, c'est très très intéressant ce qu'ensuite devient. La rencontre avec Emma est passionnante en termes d'inversion des motifs, c'est-à-dire que là où on croit voir une nouvelle vie, on voit effectivement l'entrée dans quelque chose qui s'apparente à une mort. Donc voilà. Alors il y a plusieurs rites en tant que tels, mais c'est vrai que moi c'est plus la structuration en termes de passage qui m'intéresse parce que ce texte est un passage vers Emma et un passage et ce qui est troublant, vous voyez, c'est même l'organisation en paragraphes. Cette traversée magnifique dans la campagne entre la nuit et le jour. Enfin, c'est presque trop beau. Alors, oui, c'est presque trop beau. C'est-à-dire ce texte, cette séparation avec la maison, le jeu sur les clôtures, sur les fermetures et les clôtures. C'est comme si le texte, évidemment, entrait de lui-même dans quelque chose qui a à voir avec ce type de structuration. C'était ce que j'essayais en tout cas de montrer, de vous montrer. Oui. Il y a quand même, quand tu dessines un passage vers son autre vie, absolument, mais il y a quand même, tu n'en as rien dit. Non. Il y a quand même cette question de la lettre. Bien sûr. Bien sûr. Qui sort d'un bonnet, qui est enveloppé tout dans à le fait. chiffon, qui arrive dans le lit. Et une lettre en plus. Une lettre. Et là, on a le corps de la lettre. On a déjà toute cette intimité qui est mise à mal. Et quand on voit que Madame Bovary, donc veuve, tourne le dos par pudeur, alors qu'en fait elle est devant sa domestique, son mari, c'est comme s'il y avait déjà le corps d'une autre. Bien sûr. Dans le lit, et c'est vraiment le corps de la lettre au milieu du lit. Tout à fait. Et, donc, et là encore une autre problématique qu'on pourrait développer. Et c'est toute cette question de la lettre comme corps, en fait. C'est la lettre rédigée par Emma. Ouais, vous la reconnaissez cachetée de cire bleue. Dans le lit, la nuit, et donc cet enveloppement, le chiffon, c'est la robe, c'est tout ça. Surtout qu'elle est présentée dans sa robe à la toute fin quand il la voit. Bien sûr. Donc, il y a vraiment tout un travail. Oui, tu vas en parler. Oui, Marie-Christine va en parler. Elle va en parler. Oui, oui. Non, mais parce qu'on se répartissait la parole, mais c'est vrai. Mais honnêtement, ces extraits fonctionnent en écho. Honnêtement, on pourrait rester des heures sur un paragraphe, parce que là, évidemment, sélection de quelques éléments pour aller dans la démonstration. Mais tu as raison, cette lettre. C'est aussi le fait qu'elle soit enveloppée, qu'elle est enveloppée. Tout à fait. Oui, tout à fait. Déshabillée, décachée. Comme tu disais, cire bleue. Voilà, cire bleue. Et comme la robe bleue à la fin. Non, bien sûr. Bleu, c'est les couleurs des mains. Bien entendu, nous travaillons sur le style, sur l'écriture, sur la longueur des phrases, sur la brièveté des phrases, sur la syntaxe des phrases qui se succèdent. Sur la sémiotisation possible de la ponctuation. Par exemple, ici, il y a un nombre assez important et peut-être significatif. On peut exercer son droit de lecteur ou de lecture là-dessus. À partir de la pluie ne tombait plus sur les points-virgules. Points-virgules qui du point de vue ponctuatif, et on sait que c'est pas, enfin que Flaubert travaille beaucoup sur le rythme, sur le souffle, sur les reprises, sur les enchaînements, et donc sur ce signe de ponctuation là qui est quand même assez emblématique, on pourrait dire, sémiotiquement, dans des discours donnés, évidemment, c'est pas en soi, d'une interruption reprise. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, la pluie ne tombait plus. Il y a une interruption et une reprise. C'est un signe le point-virgule, c'est la conjonction disjonctive ou la disjonction conjonctive. C'est exactement la mise en abîme, si vous voulez, typographiquement ou ponctuativement, de ce que Marie explique. Enfin, cette notion
et l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre. Et puis les phrases il y a des phrases qui font 6-7 lignes, une espèce de continuum, d'un passage qui n'en finit pas, qui embrasse. C'est pas des phrases flaubertiennes classiques, si vous voulez. Hein, il y a des phrases qui font 7-8 lignes dans les éditions imprimées. Donc ça nous intéresse aussi de voir comment il y a une mimésis de la phrase qui dit deux fois, quoi, qui dit référentiellement et qui sémantiquement et qui dit stylistiquement ou typographiquement en quelque sorte. Parce que ça on peut le trouver, on peut le voir ou l'approcher ou l'imaginer dans les brouillons aussi, comment il a construit progressivement ces dispositifs phrastiques qui finalement est une mise en abîme de ce que sémantiquement la phrase, ce micro-discours peut dire. Oui, parce que la question des seuils, c'est exactement cette question-là, c'est-à-dire à la fois c'est du et ou du ni. Donc là, le fait par exemple qu'il revienne sur le double, se percevait double, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire c'est ça, c'est soit on franchit et on a un peu des deux, soit on n'a rien, ni l'un ni l'autre, et tout de la ponctuation au lexique, au rythme des phrases va dans ce travail de la disjonction ou de la conjonction. Mais bon, l'intertexte des contes, il est intéressant. C'est-à-dire, on est dans des romans réalistes qui se donnent comme explicitement comme objectif de répudier le modèle du conte merveilleux. De la légende et du mythe. Alors, et Flaubert, bon, ne cesse, la légende, dans les trois contes, enfin, il appelle un de ses recueils les trois contes. En fait, et ces auteurs réalistes ne cessent de travailler avec justement ces intertextes-là. Donc, c'est assez intéressant. Alors, notre proposition, c'est évidemment d'intégrer cette utilisation de l'intertexte dans ce que nous appelons les ruptures de cosmologie. Voilà un exemple, j'en profite, parce que évidemment, de dire qu'on est dans un texte réaliste, puis ensuite de dire que ce texte embraye sur quelque chose qui a à voir avec La Belle au bois dormant réécrite ou Cendrillon réécrite, ben ça nous fait évidemment partir vers des univers un peu différents, qui nous font entrer dans d'autres types de logiques qui ne sont pas forcément des logiques rationnelles, positives, qui sont plus magico-religieuses. Enfin, ici, puisqu'on a parlé de signes et de mauvais signes, et donc voilà, et que les contes évidemment nous entraînent à lire. Il y a effectivement. Est-ce que c'est pas là qui sort du conte aussi, justement, un peu? C'est-à-dire le grand écart par rapport au conte? Oui. C'est-à-dire, parce que le conte, ça réussit habituellement. Pas toujours, hein, parce qu'il y a des ratés, etc. Alors, mais ça finit plutôt bien. Voilà. Oui, alors justement, merci Sophie. Dans l'exemplier, vous avez les extraits de La Belle au bois dormant. J'ai mis une citation qui n'a rien à voir avec La Belle au bois dormant, mais quand même, c'est un extrait de Coutume et destin d'Yvonne Verdier. Enfin, plus exactement de la préface qu'écrivent les ethnologues Daniel Fabre et Claudine Fabre-Bassas à Coutume et destin. Donc, Yvonne Verdier est une ethnologue. Elle travaille dans cet essai sur les romans de Thomas Hardy, donc le romancier anglais de la fin du 19e siècle, donc, qui met en scène le monde du Wessex, monde rural. Bon. Et elle travaille sur les rites dans ces romans de Thomas Hardy. Et donc, travaillant sur les rites et sur cette problématique-là, alors elle, c'est pas la poétique du roman qui l'intéresse. Elle travaille en ethnologue sur ce que le roman lui fait comprendre du rite. Et c'est très intéressant parce qu'elle dit qu'elle apprend beaucoup sur le rite en lisant le romancier, d'écrire les rites. Elle a des réflexions extrêmement fines et subtiles là-dessus. Mais à un moment donné, elle va faire une sorte de proposition d'anthropologie générique, en tout cas pour le récit, et elle va opposer, vous lirez, elle va opposer le conte, le mythe et le roman. Et elle va dire, au fond, le conte, je reprends juste cet exemple, bon, le mythe pose le récit donc, dans un rapport à l'origine, bon, on le sait. Le conte, donc, c'est ce qui se passe quand on respecte la coutume et les rites, les rites collectifs, hein, de la vie coutumière collective. Et le roman du 19e en particulier, enfin, ou le roman moderne, celui qui se met en place dans la seconde moitié du 18e et qui va jusqu'au maintenant, ce roman-là, est-ce qu'il ne mettrait pas plutôt en scène des personnages qui ne cessent de s'écarter de la règle collective? Voilà. Et donc elle fait alors à partir de ce rite, comme alors
On peut en discuter parce que bon, c'est peut-être un petit peu trop large. C'est assez heuristique, mais effectivement, on pourrait peut-être même aller plus loin, hein, sans doute. Bon, voilà. Je pense qu'on en reparlera, mais en tout cas, ça vaut la peine de lire cette citation parce qu'elle donne à penser, hein, sur cette question de coutume et destin. Jean-Marie montrait que précisément tout le sort d'Emma, bon, on va y revenir tout à l'heure, hein, c'était au fond qu'elle est coincée. Comme les personnages de Thomas Hardy, c'était l'hypothèse de Verdier, elle est coincée, après l'essai de Jean-Marie, elle est coincée entre coutume et destin. La coutume, c'est ce que le groupe voudrait d'elle, et son destin individuel que le roman tente de raconter. C'est-à-dire cette trajectoire singulière, entre guillemets, qu'elle se construit ou qu'elle tente de se construire. Donc, entre coutume et destin. Et voilà. Et alors, ce qui nous différencie, puisqu'on travaille là, finalement, c'est bien comme ça, des anthropologues de la littérature, c'est pas qu'on est meilleur, mais c'est qu'on est de formation littéraire. Oui. Non, mais c'est qu'on est disciplinairement, on a un regard très... Vous voyez, si on regarde les virgules, on regarde les brouillons, on regarde la longueur des phrases, enfin, si vous voulez, c'est une sensibilité ou quand même une compétence de littéraire. Les anthropologues peuvent l'avoir, mais enfin, nous, on a quand même ça qui fait notre spécificité. Et Marie parlait de la polyphonie culturelle ou de la dialogie. Par exemple, juste sur cheval, on vous a pas fait l'histoire du cheval dans la campagne, l'histoire du cheval qui mène sa vie, hein, et qui mène son cavalier, dans la pensée sauvage, hein, du récit. Je vais faire des devinettes. Qui a conduit Moïse, celle-là est facile, qui a conduit Moïse et son peuple au travers des abîmes comme un cheval qu'on mène dans une campagne sans qu'il fasse un faux pas? Réponse, l'Esprit du Seigneur l'y a conduit comme un animal qui marche seul dans la campagne. Bible, Ésaïe 63, 13, 4. Son usage était de laisser aller son cheval à sa fantaisie. Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène. Son cheval le conduisait donc à toutes jambes. Diderot, Jacques le fataliste. Si les chiens de garde sont furieux, s'ils aboient, s'ils mordent, ils laissent prévoir de l'hostilité, de grands ennuis. Artémidor, la clé des sangs. C'est des complexes culturels, des héritages et des recyclages de toute la littérature quasiment. La légende de Saint-Julien, son cheval était perdu, bon, il va marcher tout seul. Et puis un très célèbre, vous savez que Flaubert adorait dès l'enfance lire et relire, il connaissait par cœur Cervantes. Don Quichotte arriva à un chemin qui se partageait en quatre, il s'imagina un continent, Don Quichotte des carrefours où les chevaliers errants se mettaient à penser, chevaliers errants et cavaliers errants, se mettaient à penser lequel de ces chemins il prendrait. Il s'arrêta un peu tout quoi et lâcha la bride à Rocinante, remettant sa volonté à celle de son roussin. Et puis des chevaux aussi dans les épopées médiévales, dans Chrétien III. Enfin, il y a des univers là de pensées magiques, en quelque sorte, déléguées au cheval et qui sont utilisées ici pour montrer l'abandon, enfin, l'inertie ou l'anomie de Charles.